Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place dans un instant à l'audition de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'exprime actuellement devant les sénateurs de la commission des lois sur le fameux fichier, méga fichier TES, titre électronique sécurisé. Ce fichier de 60 millions de Français biométrique qui a été mis en place discrètement par un décret le 30 octobre dernier. L'objectif de ce texte, fusionner deux bases de données afin de permettre aux autorités d'accéder aux informations des Français à partir de leur état civil afin de mieux lutter contre l'usurpation d'identité notamment. Mais voilà, le texte a suscité l'avis mitigé de la CNIL, mais aussi du Conseil d'État et du coup, les parlementaires s'inquiètent. Voyez donc tout de suite l'audition du ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle qu'il s'est exprimé la semaine dernière pendant une petite heure devant les députés. Ce matin, ce sont donc les sénateurs qui l'écoutent. Je voudrais rappeler, Monsieur le ministre, que je vous ai saisi pour exprimer la préoccupation de la commission des lois dès le 18 octobre dernier, 2 semaines avant la publication au journal officiel du décret dont nous allons débattre. Le Sénat s'est d'ailleurs préoccupé dès 2005 de la question de la sécurisation des titres d'identité. Parce qu'à cette époque avait été lancé le projet qu'on appelait le projet INES, projet d'identité nationale sécurisée. Et nous avions confié à la commission des lois une mission à notre excellent collègue Jean-René Lecerf, qui a donné lieu à un rapport de 2005 qui fait des propositions sur la sécurisation des titres d'identité. Il faut tout de même rappeler que le point de départ de cette question du fichier électronique sécurisé, c'est la propagation des identités fictives, les usurpations d'identité dont les victimes sont bien malheureuses. Il faut s'en souvenir. Elles sont dans une situation de précarité terrible pour elles-mêmes et pour leur famille. Les échanges d'identité, les utilisations d'identité de personnes décédées. À l'époque, la fraude avait été estimée, on peut toujours discuter des chiffres évidemment, sous tous ses aspects, à 200 000 titres qui étaient douteux. Bon. C'est donc pas un phénomène anecdotique ou accessoire. Et il convient que les pouvoirs publics le traitent. Le rapport de Jean-René Lecerf a été suivi d'une proposition de loi élaborée par lui-même et par notre collègue Michel Houellebecq. Et cette proposition de loi a donné lieu elle-même à un débat parlementaire en 2011 qui s'est achevé en 2012. Le rapporteur est présent, c'est François Pillet. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel dans le processus parlementaire, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat se sont entendus sur un texte en commission mixte paritaire, puis le gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale de délibérer en premier, a présenté un amendement qui élargissait les possibilités d'accès aux fichiers pour d'autres finalités que la sécurisation des titres d'identité, et le Sénat a donc refusé, début 2012, de voter cette loi qui était pourtant issue d'une proposition de loi qu'il avait élaborée lui-même. Le Conseil constitutionnel a donné raison au Sénat, puisqu'il a déclaré non conforme à la Constitution le texte tel qu'il avait été amendé par l'Assemblée nationale et voté en dernière lecture par elle seule. Il a fallu, Monsieur le ministre, attendre 4 ans pour que la question soit de nouveau traitée par le gouvernement, malgré sa gravité. Alors on peut à la fois reconnaître que vous avez eu le courage de l'aborder et déplorer que le sujet soit resté inerte pendant plusieurs années. Un décret est donc paru. Alors il y a la méthode. On comprend que le gouvernement, sur un sujet aussi sensible, se soit donné le temps de la réflexion. On comprend moins que la parution du décret n'ait pas été précédée par un débat, mais soit suivie
par un débat. Je crois qu'il aurait mieux valu procéder autrement, mais c'est un sujet rétrospectif. Il y a maintenant pour nous surtout le fond. Le Sénat doit s'assurer de la nécessité du fichier que vous avez décidé de créer, de vérifier que les finalités sont bien précises et restreintes pour respecter la décision du Conseil constitutionnel et la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés. Nous devons également nous assurer que la configuration technique déterminée par le décret est non déformable par le gouvernement, qu'elle est sûre par rapport aux atteintes qui pourraient lui être portées, et notamment que l'interdiction de rechercher l'identité d'une personne par son empreinte digitale ou sa photo par ce fichier national sera bien respectée. Mais au-delà des aspects juridiques, nous voulons être certains également que le dispositif technique lui-même est pertinent. Nous entendrons donc aujourd'hui à la fois la présidente de la CNIL et le président du Conseil national du numérique, et nous entendrons prochainement le patron de l'ANSSI, l'agence qui est chargée de la sécurité des systèmes informatiques, et des autres instances qui sont chargées de collaborer avec le gouvernement pour éviter les dérives d'un tel fichier. Enfin, Monsieur le Ministre, j'ai un point de préoccupation également que je veux vous soumettre et sur lequel je souhaiterais que vous puissiez réagir. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait revoir son texte, si j'ai bien compris, et permettre à chaque Français demandeur d'un titre d'identité de refuser que son empreinte digitale et sa photographie d'identité soient saisies pour figurer sur le fichier. Et la question qui se pose dans ces conditions, c'est que vous semblez renoncer à ce qui me paraît être l'apport principal d'une base centralisée pour lutter contre l'usurpation de titres. Car si le fichier est un fichier perforé, il ne sera pas fiable. Et vous ne pourrez pas réaliser les objectifs légitimes que vous avez décidé de poursuivre. Et ma question, elle est simple. À quoi sert de mettre en place un fichier qui ne présenterait pas toutes les caractéristiques nécessaires pour que les fins que sa mise en place poursuit soient réellement atteintes? Voilà. Beaucoup à la fois. J'ai souhaité bien rappeler le cadre du travail du Sénat dans ce domaine, mais aussi vous portez un certain nombre d'interrogations. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de m'avoir invité. C'est un sujet complexe que nous abordons aujourd'hui et que je souhaite pouvoir traiter devant vous comme vous l'avez souhaité, comme le gouvernement l'a souhaité, avec la plus grande précision. Avant toute chose, je veux rappeler l'objectif du décret que nous avons pris le 28 octobre dernier, pour lequel vous m'avez saisi le 16 octobre, pour lequel je vous ai répondu autour du 20 octobre. Avant toute chose, je veux indiquer que nous avons pris ce décret parce que nous avons engagé une réforme extrêmement importante des préfectures à travers le programme Préfecture Nouvelle Génération, qui est un programme qui est destiné à mettre fin à la révision générale des politiques publiques. Au cours du quinquennat précédent, 3500 emplois ont été supprimés dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsqu'on sait qu'il y a à peu près 280 emplois par préfecture, on constate que cela revient à la suppression d'à peu près 12 préfectures en France. Et Bercy demandait à ce que nous poursuivions cet effort budgétaire dans un contexte de finances publiques extrêmement contraint. Et plutôt que de poursuivre l'érosion lente des effectifs des préfectures et des sous-préfectures en remettant en cause la présence de l'État sur les territoires, nous avons préféré mettre en place une réforme structurelle qui poursuivait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de mettre en place des plateformes mutualisées de titres, 58 en tout sur le territoire national, permettant le traitement des cartes d'identité, des passeports, des cartes grises et des permis de conduire, de le faire dans un contexte où
la mise en place de ces plateformes mutualisées par utilisation des ressources humaines du ministère de l'Intérieur permettait de rendre les emplois qui m'étaient demandés, mais de faire des économies au-delà des demandes de Bercy. Bercy demandait que nous rendions 1300 emplois. La réforme permettait de faire l'économie de 2000 emplois, ce qui permettait de réinjecter, ça correspond à une demande régulièrement formulée par le parlementaire et les maires, à peu près 700 emplois dans les préfectures et les sous-préfectures pour renforcer considérablement la présence de l'État déconcentré dans les territoires, dans un contexte où il y a un besoin d'État et dans un contexte où un certain nombre de missions doivent être développées qui correspondent aux attentes des collectivités territoriales ou des usagers. Quelles sont ces attentes? Le développement de l'ingénierie territoriale, rendu possible par la réaffectation à ces missions d'une partie des effectifs des SGAR, rendus disponibles par la fusion des régions. Beaucoup de communautés de communes ont des projets qu'elles souhaitent voir aboutir et pour lesquels elles ne disposent pas des moyens humains pour le faire. Donc la fusion des SGAR et l'utilisation d'une partie des ressources humaines dégagées par la réforme permet de conforter le pôle ingénierie des collectivités territoriales en renforçant les équipes. Deuxièmement, renforcer la lutte contre la fraude et la lutte contre toutes les formes de trafic. Je pense notamment au trafic d'armes qui est un élément essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons annoncé un plan de lutte contre le trafic d'armes au mois de novembre 2015 qui justifie qu'on renforce les services des préfectures destinés à accomplir ces missions. Nous avions également la volonté de faire en sorte que nous puissions, en matière de conseil budgétaire aux collectivités locales ou de conseil juridique dans un contexte où la judiciarisation de la vie publique est plus forte, remplir des missions que jusqu'à présent nous n'étions pas en situation de remplir par défaut d'effectifs. Donc voilà quel est l'objectif que nous poursuivions. Et pour cela, il fallait mettre en place un traitement des titres qui permettent, 1, de réussir cette réforme, 2, de renforcer la lutte contre la fraude et de sécuriser la délivrance et la confection des titres, et 3, de rendre un nouveau service à l'usager, c'est très important, par le développement de la téléprocédure, la possibilité pour l'usager d'utiliser les moyens numériques de manière à pouvoir passer ces demandes de réalisation de nouveaux papiers d'identité, de dématérialiser la relation, c'était extrêmement important, entre les communes qui reçoivent ces éléments et les centres de titres sécurisés qui seront implantés sur le territoire national, et de le faire aussi avec une volonté de simplification. C'était non seulement la possibilité de téléprocédure, mais une possibilité de simplification qui permettait à celui qui avait perdu son titre de ne pas avoir à refaire la totalité des formalités pour obtenir un titre nouveau, le tout permettant à la fois d'accélérer les procédures, de renforcer la sécurité des procédures, d'améliorer la qualité du service au public et de le faire dans un contexte très fort et qui fait consensus au sein du ministère de l'Intérieur avec les organisations syndicales de modernisation du service public. Lorsque nous avons voulu engager cette réforme, nous étions confrontés à un certain nombre de questionnements. Et nous avions aussi à notre disposition un certain nombre d'éléments. Premier point sur lequel je veux insister, il existe aujourd'hui un dispositif de traitement des passeports biométriques qui a été mis en place en 2008, qui repose sur une base qui est la base TES, dont il est question, et qui permet la délivrance et le renouvellement des passeports dans le contexte précis que je viens d'indiquer. Notre démarche a consisté, pour les cartes d'identité, à greffer le dispositif que nous souhaitions mettre en œuvre sur le fichier déjà existant, qui permet de traiter 29 millions de passeports, de le faire exactement selon les mêmes procédures. L'idée du gouvernement étant que puisque cette base existe, puisqu'elle fonctionne, puisqu'elle donne toute garantie en termes de simplification, de services rendus à l'usager, de lutte contre la fraude, de sécurisation des titres, que nous pouvions utiliser cette base pour développer celle concernant les cartes d'identité. Deuxième élément que nous avions à l'esprit et sur le métier, c'est qu'il existe déjà un fichier des cartes d'identité. On fait comme s'il n'en existait pas. Il en existe un, c'est le fichier national de gestion. C'est un fichier qui a été conçu en 1987, qui repose sur une application informatique COBOL, qui est une application informatique qui a vieilli, qui est totalement obsolescente, qui ne garantit plus la sécurité des dispositifs. C'est par ailleurs une application, un fichier qui ne permet pas la traçabilité de la consultation
des éléments qu'il contient, puisqu'il y a dans ce fichier à la fois une photographie et 2 empreintes digitales qui peuvent être consultées sans que nous ayons une véritable traçabilité de la consultation de ce fichier. Et par conséquent, nous avons souhaité, puisque nous ne pouvions pas activer ni moderniser le fichier existant, qui est déjà un fichier qui a permis de délivrer 59 millions de titres, nous avons décidé de greffer sur TES, le dispositif de délivrance des titres sécurisés, carte d'identité. À partir de ce moment-là, un certain nombre de questions se sont posées. Est-ce que ce dispositif que nous envisagions, qui répondait à la philosophie que je viens de vous indiquer, relevait du domaine de la loi ou du règlement ? 2, une décision avait été rendue par le Conseil constitutionnel en décembre 2012, cela a été rappelé par Philippe Bas à l'instant. Est-ce que nous pouvions, que ce soit une disposition réglementaire ou législative, la prendre sans être garanti qu'elle introduirait dans son texte et dans son esprit la totalité des recommandations du Conseil constitutionnel formulées en 2012 ? Et troisièmement, que faisions-nous des recommandations qui nous étaient adressées par le Conseil d'État et la CNIL que nous avions décidé de saisir ? Premièrement, nous avons saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a dit très clairement que ce que nous nous proposions de faire relevait du domaine de l'article 37 de la Constitution et non de l'article 34, que nous étions dans le domaine réglementaire, que nous étions légitimes à prendre un règlement. Et à partir du moment où le Conseil d'État nous a dit qu'il fallait prendre un règlement, nous avons pris un décret, nous avons ressaisi une seconde fois le Conseil d'État du contenu de ce décret, et nous nous sommes conformés dans le décret à la totalité des recommandations du Conseil d'État. Je parle sous le contrôle du Président, qui connaît très bien le Conseil d'État. Il sait parfaitement que lorsque l'on transmet un décret au Conseil d'État, c'est le Conseil d'État qui, sur la base des attributions gouvernementales, des décrets d'attribution des ministres, définit la liste des signataires des ministres du décret. Et c'est donc le Conseil d'État qui a déterminé la liste des signataires du décret, comme cela est toujours le cas lorsqu'on présente au Conseil d'État un décret gouvernemental. La CNIL a été saisie. La CNIL a considéré que le dispositif que nous présentions avait les garanties d'équilibre et de finalité qui étaient ceux de l'esprit du texte, mais la CNIL a formulé un certain nombre de remarques. Ces remarques étaient les suivantes. 1, il s'agit d'un texte de nature réglementaire, mais compte tenu de l'importance du fichier créé, un débat parlementaire pourrait avoir lieu. Deuxièmement, la CNIL a indiqué que, compte tenu de l'importance des informations qui seraient contenues dans la base ainsi créée, résultant en réalité de la fusion du fichier TES et du fichier FNG, il pourrait être justifié de donner toute garantie concernant la sécurité des dispositifs informatiques de préservation de la base. Et ensuite, la CNIL a considéré que, concernant le requêtage de cette base, des garanties pouvaient être données qui permettraient de le requêter dans de bonnes conditions. Nous avons donc, dans cette affaire-là, c'est un point sur lequel je voudrais insister, respecté l'ensemble des procédures de droit qui nous avaient été suggérées. Nous nous sommes conformés rigoureusement au décret du Conseil d'État. La seule chose que nous n'avons pas mise en œuvre, c'est le débat, mais non pas parce que nous le redoutions. La preuve en est que nous l'avons demandé, parce que nous souhaitons bien entendu donner toutes les explications sur ce que nous faisons, parce que nous considérons que ce que nous faisons est de nature à moderniser le service public et à renforcer la protection qui s'attache à un certain nombre de données personnelles et individuelles. Et à partir du moment où le débat permet de le montrer, en tous les cas d'essayer de permettre de convaincre de la bonne foi du gouvernement, nous sommes bien entendu très favorables et très désireux qu'il ait lieu. Se pose ensuite la question de 2012, vous en avez parlé, Monsieur le Président. En 2012, le gouvernement avait décidé de mettre en place des cartes nationales d'identité électroniques, selon les modalités que vous avez indiquées dans votre introduction. Le Conseil constitutionnel, dans les circonstances parlementaires que vous venez de rappeler, a été saisi du texte présenté par le gouvernement et l'a censuré. Quel était le texte présenté par le gouvernement ? Le texte présenté par le gouvernement, c'était on met en place une carte nationale d'identité numérique, enfin d'identité électronique. 2, on autorise la possibilité d'identification par les données biométriques des personnes, de ces personnes. 3, on renforce la lutte contre la fraude. Le Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, dans sa décision, que nous avons lue et relue, puisque nous n'avons pas voulu que quoi que ce soit dans notre décret soit orthogonal de ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel dans sa décision, dit les cartes d'identité numérique
enfin les cartes d'identité nationale électronique, ne posent pas de problème sur le plan constitutionnel. 2, la possibilité de procéder à la consultation des données biométriques d'une personne à partir de son identité propre en vue de lutter contre la fraude ne pose pas de problème constitutionnel. En revanche, la consultation des données biométriques d'une personne en vue de son identification n'est pas conforme à la Constitution. Donc, dans le décret que nous avons pris, nous avons mis en place un dispositif qui permet, à partir de l'identité d'une personne demandant le renouvellement de son titre, ou à partir de l'identité d'une personne ayant perdu son titre et demandant le renouvellement, de consulter la base de données biométriques de manière à s'assurer que la personne qui nous interroge en vue du renouvellement de son titre est bien celle qui est détentrice du titre en question, ce qui est l'élément clé de la lutte contre la fraude. Nous avons totalement exclu dans le texte du décret la possibilité d'identifier une personne à partir de la consultation de ces données biométriques, puisque ce n'était pas conforme à la Constitution et que ça avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Et nous n'avons pas remis en œuvre la carte nationale d'identité électronique pour des raisons qui tiennent au fait que la réforme que j'ai engagée est une réforme d'économie, que, vous le savez, les cartes et les documents d'identité numérisés sont financés par les équilibres budgétaires de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, que c'est les sommes payées par les citoyens sur les passeports qui financent la gratuité de la carte d'identité, et que nous tenions absolument le gouvernement à maintenir la gratuité de la carte. Donc si nous n'avions pas voulu remettre en cause la gratuité de la carte en mettant des cartes électroniques en place, nous aurions dû la faire payer par l'État, sur le budget de l'État. C'était une somme supérieure à 100 millions d'euros. Et si nous n'avons pas voulu que cette réforme d'économie devienne une réforme de dépenses budgétaires, il aurait fallu dans ce cas-là faire payer la carte d'identité qui jusqu'à présent était gratuite par les citoyens. Notre réforme, ce n'était pas cela, c'était le maintien de la gratuité de la carte dans un contexte de délivrance modernisé et simplifié à des fins de lutte contre la fraude, et nous avons voulu maintenir l'équation de cette réforme. Par ailleurs, la carte nationale d'identité électronique posait un problème pour nous, c'est que dès lors que la carte détenue par une personne est perdue et que la personne veut le renouvellement de son titre, s'il n'y a pas de base contenant ces données biométriques, et qui est une base qui n'est consultée que sur la base de l'identification de la personne en vue du renouvellement de son titre, alors c'est toute la procédure qu'il fallait recommencer depuis l'origine. Et donc tout le volet simplification de la réforme était perdu. Donc nous n'avons pas retenu la CNIE pour cette raison, voilà pourquoi il y a une base. Et par ailleurs, nous avons tenu compte dans le décret de la totalité des recommandations du Conseil constitutionnel, puisque je rappelle qu'il est impossible, compte tenu du texte et de l'esprit du décret, de procéder, j'insiste là-dessus, à l'identification d'une personne à partir de ces données biométriques, et que par ailleurs, l'infrastructure informatique elle-même est conçue de telle manière que cette interrogation, si quelqu'un voulait, en dépit du texte, le violer en interrogeant les données biométriques d'une personne en vue de son identification, l'application informatique elle-même ne le permettrait pas. Malgré toutes ces garanties que nous avons données, un ensemble de questions se sont posées, qui ont été soulevées par des parlementaires, par le Conseil national du numérique, par des acteurs du numérique, et qui sont des interrogations que nous avons prises au sérieux et auxquelles nous voulons répondre, d'où l'intérêt de ce débat. Quelles sont ces interrogations ? Première interrogation, bon, très bien, vous êtes de bonne foi, vous interdisez par le décret ce que le Conseil constitutionnel a censuré dans la décision de 2012, mais quelle est la garantie qui nous est donnée qu'un autre gouvernement ne pourrait pas prendre des dispositions qui iraient au-delà de celles que vous avez prises et qui remettraient en cause les libertés fondamentales ? Il y a là une réponse en droit, elle est extrêmement précise, et elle est en droit d'ailleurs, je parle sous le contrôle de votre président, totalement imparable. C'est qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel a rendu impossible la consultation des données biométriques en vue de l'identification d'une personne, ce qui est le processus vraiment le plus attentatoire aux libertés individuelles, et a bien reconnu que pour faire cela, il fallait prendre une loi, mais non seulement prendre une loi, mais modifier la Constitution, car une loi qui prévoirait cela serait
non conforme à la Constitution et qu'il faudrait à la fois une loi et une modification de la Constitution pour y parvenir, on est bien dans une situation où un gouvernement qui voudrait faire le contraire de ce que nous faisons ne pourrait pas le faire sous le tapis et serait obligé de prendre une disposition législative et y modifier la Constitution pour y parvenir. C'est l'état du droit. Personne ne conteste d'ailleurs que ce soit l'état du droit. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse deuxième interrogation qui appelle une réponse là aussi très précise. Certes, les aspects de droit sont ceux que vient de dire le gouvernement, mais il y a derrière le droit des applications informatiques. Et nous voulons la garantie qu'un gouvernement qui serait animé de la volonté de surveiller tous les Français ne pourrait pas, à partir des applications informatiques, violer le décret en mettant en place un dispositif qui serait attentatoire aux libertés individuelles. Je comprends cette interrogation. Nous avons pris toutes les dispositions informatiques pour rendre impossible ce dispositif, mais comme il y a une interrogation, j'ai décidé de saisir la DENSIC, dont c'est le rôle. J'ai demandé à la DENSIC, dont j'ai vu le directeur ce matin, de procéder à toutes les investigations qu'il jugera utiles, et je mets le ministère et mes services à disposition du DENSIC de manière à ce qu'il puisse procéder à ces investigations. Le rapport du DENSIC que j'ai commandé, je le rendrai public. Et comme ça, nous aurons sur l'aspect juridique un sujet très circonscrit et sur l'aspect informatique une transparence totale. Troisième interrogation, on me dit oui mais très bien, bon, le droit, l'implication informatique et la base. La base, si tout ce que vous dites est bien fait, à la fin, qu'est-ce qui nous garantit que la base ne pourra pas être attaquée informatiquement et que des gens autres que des agents de l'État ou des responsables administratifs pourraient ne pas avoir accès à cette base. C'est une question qui là aussi mérite la plus grande attention. Nous avons mis en place des dispositifs de sécurité de pare-feu que je ne détaillerai pas ici parce que je ne vais pas rendre public tous les dispositifs de protection du ministère de l'Intérieur. Tout le monde le comprendra, mais je ne veux pas non plus que cet argument apparaisse comme un argument destiné, sous prétexte que nous sommes dans du régalien qui renvoie à l'essentiel, que cela justifierait que personne n'y regarde. J'ai donc saisi l'ANSSI, en demandant à l'ANSSI de bien vouloir, homologuer le dispositif, de procéder à tous les contrôles et tous les audits du dispositif sur ce sujet, et je me suis engagé à ce que l'avis de l'ANSSI soit un avis conforme, alors que je n'étais pas obligé de faire cela en droit. Donc l'ANSSI est saisie, elle va pouvoir auditer le dispositif, elle va pouvoir faire des recommandations, et je me conformerai à l'avis de l'ANSSI. C'est-à-dire si l'ANSSI dit pour que la base ne soit pas attaquée, il faut prendre telle ou telle mesure complémentaire, je les prendrai et nous ferons les investissements qui vont bien. J'ai, pour essayer en toute bonne foi là aussi de donner toutes les garanties, Monsieur le Président, fait 2 propositions jeudi dernier, complémentaires, pour bien montrer quelles étaient nos intentions et quel était notre esprit. Première modification, celle que je viens d'indiquer concernant l'ANSSI. Puis deuxième modification, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer les empreintes qui sont prises depuis 1955. Depuis 1955, on prend les empreintes dans le cadre de la réalisation de documents d'identité à des fins de sécurisation de ces documents et de lutte contre la fraude et le crime. Donc, les empreintes continueront à être prises, bien entendu, parce que sinon, il n'y a plus aucune possibilité pour le pays de se protéger. Comme je veux donner des garanties là aussi, parce que ce que l'on fait en matière de sécurité ne se fait pas au détriment des libertés, et que cette base de données papier ne pourra être consultée que dans le cadre de procédures judiciaires ou dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais les services antiterroristes n'ayant pas accès aux empreintes biométriques, ayant simplement accès aux éléments d'identité non biométriques. Nous définirons des conditions de requêtage et d'accès à ces éléments papier qui jusqu'à présent n'existaient pas et qui donneront des garanties qui jusqu'à présent étaient à nos yeux insuffisantes. C'est-à-dire qu'il y aura une traçabilité parfaite par le juge de la consultation de ces éléments biométriques papier dans le cadre de requêtes judiciaires et par les services administratifs
de la même manière. Et il y aura des conditions de conservation de ces empreintes digitales papier qui seront beaucoup plus sécurisées qu'elles ne l'étaient auparavant. Et là, nous serons extrêmement transparents sur les modalités de conservation et de requêtage. Et pour ce qui concerne la base de données biométriques, nous avons effectivement établi un dispositif qui permet la conservation dans la base des empreintes biométriques numérisées, que sous réserve que la personne soit d'accord pour qu'il en soit ainsi, en contrepartie de quoi elle bénéficie du service simplifié et renouvelé que nous offrons. Vous me dites, Monsieur le Président, mais comment est-ce que nous sommes garantis que cela permet de lutter contre la fraude ? Bien, tout simplement parce que nous avons, pour ceux qui ne sont pas sur la base numérisée, la possibilité de garder, dans le cadre de dispositifs de lutte contre la fraude, des empreintes papier qui pourront être consultées. Voilà. Donc nous ne sommes pas sans empreintes numériques, non sans empreintes biométriques, mais nous n'acceptons leur versement dans une base centralisée qu'avec l'accord de la personne, de telle sorte à ce que cet accord ouvre la possibilité pour la personne d'avoir accès au service. Donc nous sommes dans un cadre équilibré. Bien entendu, nous avons voulu, Monsieur le Président, faire en sorte qu'il y ait un parfait équilibre entre la nécessité de préserver les libertés individuelles, puisqu'en réalité, nous consolidons cette préservation dans le cadre du décret, la nécessité de renforcer la sécurité et de lutter contre la fraude, de le faire dans des conditions de sécurité informatique nettement renforcées, puisque j'ai pris les mesures que je viens de prendre. Et je conclus, Monsieur le Président, en vous disant, ainsi qu'à l'ensemble des sénateurs et sénatrices de la Commission des lois, que ce sujet se pose parce que nous faisons une grande réforme du service public préfectoral et sous-préfectoral. Nous faisons cette grande réforme pour mettre fin à la révision générale des politiques publiques et réinjecter de la force dans les services déconcentrés de l'État qui en ont besoin. Nous le faisons avec la volonté de favoriser l'accès des citoyens à un service public modernisé. Nous le faisons dans des conditions qui visent à utiliser un dispositif déjà existant et qui jusqu'à présent n'a pas posé de problème. Et nous le faisons avec la volonté de tenir compte de l'ensemble des interrogations qui nous sont adressées et d'y répondre le plus précisément possible avec un objectif, assurer le meilleur équilibre possible entre la nécessité de renforcer la sécurité des titres dans un contexte où 800 000 Français par an sont concernés par des vols de papiers d'identité ou de la fraude documentaire, 800 000, avec des effets pour eux qui sont absolument considérables, y compris sur leur vie quotidienne. On le fait dans un contexte où la lutte contre la fraude documentaire est un élément de la lutte antiterroriste. Et malgré ça, nous le faisons dans un contexte de consultation de ce fichier qui est extrêmement encadré pour ce qui concerne le fichier non numérisé dans lequel seront inclus les empreintes digitales papier des personnes, c'est-à-dire sous le contrôle du juge, de telle sorte à ce qu'il n'y ait aucun problème d'interrogation sur les libertés publiques. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces premières explications. Nos collègues, par leurs questions, permettront d'en obtenir d'autres, certainement. Je vais donc leur donner très vite la parole. Je vous précise que la commission des lois s'est élargie à l'ensemble de nos collègues qui ont souhaité y participer, ce qui montre l'intérêt de l'ensemble des sénatrices, des sénateurs pour les questions que nous avons à traiter ensemble ce matin. Je vais donner d'abord la parole à Monsieur François Pillet, qui la demande, et dont je rappelle qu'il connaît particulièrement bien ces questions pour avoir été le rapporteur de la proposition de loi dont nous avons parlé à l'instant. Monsieur Pillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'objectif poursuivi est juste. Aucune critique sur le fait que vous puissiez procéder par décret. Le seul point, c'était l'organisation de ce débat. Il existe et je pense qu'il est tout à fait salutaire puisqu'il est de nature à apaiser un débat qui n'est pas toujours très transparent et qui n'est pas toujours très informé. Moi, je vous remercie d'abord de votre exposé qui fait d'ailleurs que j'ai un certain nombre de questions que je n'aurais plus à vous poser. Et
Trois questions, à mon avis, quand on veut schématiser ce problème se pose. 1. Faut-il utiliser la biométrie pour sécuriser l'identité? 2. Faut-il mettre en place un fichier central d'identité biométrique? Et 3. Quelle finalité assigner à ce fichier et quelle garantie? Les deux premières questions ne posent pas beaucoup de difficultés. Faut-il utiliser la biométrie pour sécuriser l'identité? C'est contesté par personne. La biométrie pose problème dans d'autres domaines, mais pas dans celui-là. Faut-il mettre en place un fichier central d'identité biométrique? C'est ce qui, à l'évidence, est le plus efficace. Et si tous les Français avaient un passeport, il y aurait un fichier aussi large, puisque vous avez indiqué tout à l'heure que 29 millions étaient déjà dans un fichier. Ça fait passer celui-ci au double si on passe au fichier pour la carte d'identité nationale. Alors, quelle finalité, c'est surtout ça le problème, quelle finalité assigner au fichier? Je veux dire sur ce point que vous avez été très clair et je vous ai parfaitement entendu. Et moi, je dis que vous avez été rassurant sur la finalité affichée. En effet, cela a de l'importance parce que si l'utilisation ponctuelle à des fins de recherche criminelle de fichiers qui sont limités dans leur étendue ne fait pas débat, on ne fait plus débat depuis très longtemps, la question peut se poser s'agissant d'un fichier aussi vaste puisqu'il va comprendre toute la population. C'est la raison pour laquelle, voulant sensibiliser ceux qui y travaillaient en 2012, j'avais utilisé la formule fichier des gens honnêtes. Il faut donc décider au moment de la conception s'il pourra servir à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été initialement constitué. Encore une fois, là-dessus, vous avez été très clair et je dis rassurant. Maintenant, ce qu'il faut se poser, c'est la question des garanties de l'effectivité de vos propos et de l'action de ceux ou de celles qui vous succéderont. Les garanties sont de deux types. Il y a des garanties juridiques et des garanties techniques. Vous avez évoqué les garanties juridiques. Elles sont solides, mais par nature, les garanties juridiques ne sont pas absolues et surtout, elles ne sont pas définitives. Même les garanties constitutionnelles ne sont pas définitives, avec un changement de majorité profond. Reste donc, à mon sens, c'était la raison pour laquelle nous avions travaillé sur ce point en 2012, que les garanties techniques. Là, il y a plusieurs solutions. Il y a des fichiers unidirectionnels, comme on dit, mais techniquement, au bout d'un certain temps, on peut inverser la direction et faire que l'on puisse s'en servir pour identifier et non pas authentifier une identité. Et puis, il y a des techniques, et vous les avez évoquées, et j'allais dire, Monsieur le Ministre, que c'est mon seul point, c'est le seul point de souci, c'est d'avoir la certitude qu'on aura techniquement un fichier qui ne pourra pas techniquement être retravaillé. On ne pourra pas le modifier avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup de technicité, pour le faire devenir ce qu'il n'est pas au départ. Et à l'époque, alors sûrement les techniques ont évolué, à l'époque nous étions intéressés à ce point et nous avions remarqué qu'il existait un procédé au demeurant faisant l'objet d'une protection intellectuelle déposé par une société française qui est dite la base à lien faible, qui permettait précisément d'éviter que dans l'avenir on puisse techniquement revenir en arrière et assurer néanmoins l'objectif que vous poursuivez. Alors moi, c'est moins une question maintenant, compte tenu de ce que vous avez dit, que la demande de pouvoir vérifier que mon angoisse, entre guillemets, n'a pas lieu d'être, c'est au bout du bout de savoir que ce fichier ne pourra pas, dans quelque hypothèse historique que ce soit, techniquement être réutilisé, retravaillé pour devenir ce qui serait un fichier de police ou de simples renseignements généraux. Vous avez dit dans la fin de vos observations que vous aviez sollicité des avis techniques de l'Agence nationale, que vous les rendriez publics. Moi, je crois, Monsieur le Ministre, en tout cas, moi, je le dis à titre personnel, et c'est effectivement un sujet pour lequel j'avais beaucoup travaillé à l'époque. Dès que j'aurai la certitude que techniquement, ce fichier ne puisse plus être retravaillé,
je n'aurai plus de crainte puisqu'il ne sera guère différent de celui qui existe maintenant, même s'il n'est que papier. Donc voilà maintenant, c'est moins une question que le besoin d'être totalement et définitivement rassuré à la fin du terme. Bien, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Sénateur Pilet, pour cette question. Je vais essayer d'apporter la réponse la plus précise possible. La biométrie, est-ce que c'est utile dans le processus de sécurisation de la délivrance des titres et du renouvellement des titres perdus et de lutte contre la fraude? Oui, d'ailleurs, ce qui a été fait par le précédent gouvernement en 2008 concernant les passeports, à travers la mise en place de la banque de données TES que nous utilisons quelque chose qui existe déjà, qui est utilisé pour les passeports, répondait à un certain nombre d'orientations de l'Union européenne, et une grande partie des travaux du Conseil Justice Affaires Intérieures au sein de l'Union européenne portent sur la manière de faire entrer la biométrique dans la lutte contre la fraude, la lutte contre le crime organisé, la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des documents d'identité. Donc c'est un sujet qui est central dans les réflexions européennes. Ce sont les réflexions européennes qui ont précédé à la mise en place des dispositifs de 2008. Les dispositifs de 2008 existent depuis 2008. La base que nous allons utiliser, les technologies informatiques que nous allons mobiliser ne sont pas nouvelles, elles sont à l'œuvre depuis 2008, puisque nous allons appliquer aux cartes d'identité les technologies qui existent depuis 2008 et qui sont mises en œuvre pour les passeports biométriques. Et depuis 2008, nous savons comment fonctionne cette base et les garanties techniques qu'elle présente. Est-ce qu'un fichier central est utile ou pas? Le fichier central, il a pour grande caractéristique d'exister déjà. Nous avons un retour d'expérience sur la manière dont fonctionne ce fichier central depuis 2008, et il a pour principal intérêt d'offrir un service que n'offrirait pas une solution alternative au fichier central, qui pourrait être par exemple la puce dans la carte d'identité, qui est la simplification considérable du renouvellement dans des conditions de sécurité de la carte d'identité volée ou perdue. Vous me posez la question de la finalité. La finalité, elle est celle que j'ai indiquée dans le propos, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions délivrer les papiers d'identité dans des conditions de sécurité renforcées, simplifier considérablement le renouvellement et créer les conditions de la lutte contre la fraude en vérifiant à partir de l'identité donnée d'une personne demandant le renouvellement de son titre, l'adéquation qu'il y a entre son identité et les données biométriques, de manière à lui délivrer un titre qui lui appartienne bien. Bon, c'est ça les finalités. D'ailleurs, dans son avis, qui est beaucoup commenté, la CNIL dit, je la cite, page 3 de son avis, « La Commission considère que les finalités du traitement TES sont déterminées, explicites et légitimes, au sens de l'article 6-2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. » Si la CNIL n'avait pas écrit ça, voilà. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. Alors ensuite, vous me dites, quelle garantie pour que nous n'ayons pas le problème technique que vous redoutez? D'abord, le ministère de l'Intérieur est... enfin, je vous demande de me croire, moi j'en suis convaincu, mais vous n'êtes pas... Enfin, je vous demande de le vérifier, est un ministère sérieux. Hein? C'est aussi le ministère des libertés publiques. Nous avons une direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Nous sommes un ministère sérieux. Donc nous avons pris un ensemble de précautions. Et ces précautions sont des précautions techniques concernant l'irréversibilité de l'application informatique pour qu'on ne puisse pas, à partir des données biométriques, identifier une personne, et la sécurisation de la base pour qu'elle ne puisse pas être hackée. J'ai saisi la DENSIC et l'ANSSI. C'est quand même des... Bon, je rendrai public leur rapport. Je me conformerai à toutes les recommandations de la DENSIC et de l'ANSSI concernant les applications et la sécurisation de la base. Je suis même, monsieur le sénateur, prêt à aller plus loin, puisque je comprends que la suspicion ne porte pas sur mon administration et accessoirement ma personne, mais sur d'autres qui pourraient me succéder. Mais dans ce cas-là, la meilleure manière d'être garanti, c'est que personne ne me succède jamais. Mais je pense que ça susciterait beaucoup de désespoir sur un certain nombre de bancs. Donc il faut un dispositif plus sérieux que celui que je viens de vous proposer. Et donc le dispositif plus sérieux que je viens de vous proposer, c'est quoi? C'est que moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on mette en place un dispositif qui annuellement conduise l'ANSSI
la DENSIC, la CNIL et des parlementaires désignés à contrôler l'adéquation qu'il y a entre les dernières recommandations de l'ANSSI, le contenu du décret et le fonctionnement de l'application, avec un souci de transparence totale. Ce n'est pas simplement un avis conforme de l'ANSSI une fois et un rapport de la DENSIC une fois. Je suis prêt à ce qu'annuellement, on organise des conditions de contrôle de l'application et de la base qui permettraient d'éviter que cette inquiétude ne prospère. Monsieur le sénateur Pilet, que puis-je faire de plus? Peu de choses. Je suis prêt à faire ça et y aller au bout de cela. J'ajoute un point en conclusion, c'est que lorsque l'État met en œuvre des dispositifs destinés à protéger les citoyens contre l'activité frauduleuse de groupes dont on connaît les objectifs qu'ils peuvent poursuivre, il est mécaniquement toujours suspect parce qu'il y a défiance à l'égard de l'État, Léviathan, puis quand c'est le ministère de l'Intérieur qui parle de l'État, c'est encore pire. Donc moi, je suis prêt à donner toutes les garanties, bien entendu, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse aussi considérer que lorsque l'État remplit des missions d'intérêt général en donnant toutes les garanties, on puisse considérer, pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, qu'il est sincère. Bien, merci Monsieur le Ministre. Je pense que nous allons devoir changer de méthode. Très bien. Oui, parce que nous devrons nous arrêter vers 10h15 et j'ai beaucoup de demandes de nos collègues sénateurs. Alors je suis obligé de leur demander d'être concis, parce que c'est tout de même intéressant d'entendre la réponse ou la réaction du ministre à vos interventions. Donc je donne la parole à Monsieur Malurette. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le décret que vous modifiez aujourd'hui, c'est le décret du 22 octobre 1955. Et à l'époque, il y avait beaucoup de débats et le ministre de l'Intérieur avait décidé d'établir un système des cartes d'identité nationale géré uniquement à l'échelon départemental par les préfectures en excluant la possibilité d'un fichier central. Ça n'était pas par hasard, c'était parce qu'à l'époque, en 1955, on se rappelait de ce qui s'était passé pendant la guerre et de l'utilisation des fichiers par le régime de l'État français, notamment pour le service du travail obligatoire, etc. Aujourd'hui, on s'en souvient moins, le temps a passé. Et la déportation, merci. Aujourd'hui, on s'en souvient moins et par conséquent, le débat est peut-être moins vif, mais il persiste. Je voudrais, vous avez donné 3 réponses essentielles. La première sur l'identification du point de vue technique, la deuxième sur l'identification du point de vue juridique et la troisième sur les protections contre le piratage. Je voudrais revenir sur ces 3 points. Le premier, François Pillet est déjà revenu. Sur le plan technique, vous répondez que le traitement ne comporte aucune possibilité d'identifier une personne à partir de son données biométriques, impossibilité juridique et impossibilité technique. Moi, je vous réponds que quelles que soient les réponses d'INSIC et d'ANSSI, lorsque vous avez 2 bases de données correspondant avec des items qui sont en correspondance biunivoque, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez convoquer la DINSIC, l'ANSSI et tous les spécialistes en informatique. Le premier étudiant en informatique venu vous dira que par une manœuvre particulièrement simple, on peut du jour au lendemain, je ne dis pas que vous allez le faire, mais quelqu'un après vous, du jour au lendemain, peut mettre le système, peut reverser le système et appeler une base de données à partir de la première, et pourra appeler la première à partir de la seconde. Je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait se garantir contre cela. Et par conséquent, du point de vue, j'irai plus loin que François Pillet, je ne pense pas que vous puissiez nous donner la garantie que demain, un gouvernement différent du vôtre, bien entendu, pourrait, dans d'autres circonstances, mais aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, ces circonstances sont peut-être un jour ou l'autre envisageables, pourrait ne pas utiliser cette possibilité. Alors vous nous dites qu'il y a une réponse en droit. La réponse technique, moi je vous réponds, je n'y crois pas. La garantie. Vous nous dites qu'il y a une réponse en droit. Oui, il y a une réponse en droit. Mais là aussi, aujourd'hui, dans les circonstances d'aujourd'hui,
Et même dans les circonstances aujourd'hui, je voudrais vous dire que la meilleure preuve que ça peut éventuellement passer dans les mailles du filet, c'est que la finalité de fichiers biométriques a déjà été détournée en France sans que les organes de contrôle en aient été saisis. Je parle du fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui était censé n'enregistrer les empreintes génétiques qu'aux fins d'identification des seules personnes présentes dans ce fichier. Mais depuis 2000 et depuis l'affaire Élodie Kulik, ce fichier a été utilisé sur réquisition judiciaire pour effectuer des recherches en parentèle, entre guillemets, c'est-à-dire au-delà de ce qui était prévu, au-delà des personnes prévues pour être identifiées. Or, le fichier TAS est lui aussi susceptible, c'est dans votre décret, de réquisition judiciaire. Ma deuxième question, le Conseil national du numérique préconisait que les données biométriques brutes, pour essayer d'éviter, pour essayer de limiter, pour essayer de donner quelques garanties, pour essayer de limiter les possibilités d'aller au-delà, le Conseil national du numérique a préconisé que les données biométriques brutes soient remplacées dans la base par ce qu'ils appellent des gabarits. En général, en informatique, on appelle plutôt ça du terme anglais des templates, qui permettraient de renforcer la protection et la sécurité des données. Pouvez-vous nous dire si vous allez suivre cette recommandation et sinon, pourquoi ? Troisième question que je voudrais vous poser, c'est la troisième question à laquelle vous avez en partie répondu, souhaité répondre, c'est celui du piratage des données. C'est des données extrêmement sensibles et ce fichier est donc d'un intérêt exceptionnel pour des tas de personnes ou d'institutions qui ne nous veulent pas que du bien. Vous nous dites que les données les protections sont suffisantes parce que les données sont protégées de plusieurs manières. Moi, j'admire votre assurance. Pour ma part, je n'ai qu'une certitude, et les événements, et notamment la campagne américaine, mais d'autres événements aussi nous l'ont montré dans les mois qui viennent de se passer, c'est qu'en matière de sécurité informatique, aucun système n'est imprenable. Et centraliser les données au sein d'une même base revient donc nécessairement à centraliser les risques. Vous nous dites qu'il n'y a pas de risque parce que vous l'avez dit dans une lettre publique, c'est traité au niveau d'un réseau interne au ministère de l'Intérieur. Ce que je vous signale, que l'accès à cette base de données va être possible non seulement aux 2000 fonctionnaires des préfectures, etc., mais l'accès, ou les requêtes, excusez-moi, les requêtes à cette base de données... Chers collègues, je suis obligé, pardon, j'ai un rôle très ingrat, vous savez, et je suis obligé de vous demander de laisser un petit peu de place aux autres collègues qui veulent poser des questions eux aussi. Vous me laissez encore 30 secondes, monsieur? Mais pas plus. Voilà. Donc, sur ce point, je passe. Je voudrais simplement vous dire qu'à mon avis, la vraie et la seule protection pour les libertés publiques et contre le piratage, ça aurait été d'aboutir au résultat souhaité sans créer un fichier de toute la population française. C'est la recommandation de la CNIL. Elle dit s'il y a une autre possibilité, il faut la prendre. Elle dit vous pouvez la prendre s'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais s'il y a une possibilité, vous pouvez la prendre. Et la possibilité, elle existe. C'est la carte à puce. Vous avez dit, la carte à puce, on a décidé de pas la carte biométrique, on a décidé la carte numérique, on a décidé de ne pas la prendre pour des raisons financières. Le ministre va vous répondre sur ce point. Sur ces raisons, on ne peut pas mettre d'un côté la protection des libertés publiques et de l'autre côté un problème financier de 100 millions d'euros, même si je reconnais que c'est cher, on ne peut pas mettre ça en balance. Merci, chers collègues. Vous m'avez promis 30 secondes, malgré mon libéralisme, je crois que maintenant il faut que vous cédiez la parole à un autre de nos collègues, si vous le voulez bien. Mais nous aurons d'autres occasions d'interroger le ministre si vous voulez compléter les questions. Mais enfin, vous avez posé 3 questions qui sont toutes intéressantes et le ministre va vous répondre dans un instant. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je sais tout ce que vous faites pour la sécurité publique, pour lutter contre le terrorisme, et à cet égard, il faut prendre les mesures appropriées. Et vous le faites. Je sais aussi votre attachement aux libertés publiques. Je voulais simplement demander une précision. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez expliqué tout à l'heure. En effet, si je comprends bien, il y a le droit pour toute personne à ne pas donner ses empreintes, à refuser de les donner. Bien. Et une fois que l'on pose cela, et que l'on pose la question des trous qui existeraient dans le fichier, vous dites, mais on a quand même un certain nombre d'éléments qui subsistent et qui nous permettent d'être efficaces. Donc, je n'ai pas bien compris exactement cela.
Voilà. Permettez-moi de peut-être demander des précisions, ou peut-être est-ce le fruit de mon incompétence, ce que je reconnaîtrai très volontiers. Ça nous étonnerait tous, mon cher collègue. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes collègues ont déjà parlé des craintes sur l'existence de ce genre de fichier éventuellement dans le futur, surtout que notre pays a un passé assez, disons, lourd en question de fichiers et de leur utilisation. Mais moi, je vais, puisque vous leur avez répondu, ou vous allez répondre encore, j'aurais voulu vous poser une question également sur la société Amesis. Elle est poursuivie pour complicité de torture en Libye. Cette société française aide à la maîtrise d'ouvrages techniques et des systèmes d'information de l'Agence nationale des titres sécurisés, l'ANTS, qui est en charge de l'élaboration du fichier TES. Sans être directement chargé de ce dossier, Amesis sera potentiellement amené à aider à son pilotage. Et depuis la mort de Mouammar Kadhafi, fin 2011, de nombreuses preuves, témoignages, brochures publicitaires, etc., accusent l'entreprise d'avoir vendu des technologies de surveillance et des télécommunications au régime de l'ancien dictateur libyen. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Gaëtan Gors, qui est également membre de la CNIL, je crois, au nom du Sénat. Oui, merci Monsieur le Président d'accueillir les sénateurs qui ne sont pas membres de votre commission sur ce sujet. Très rapidement, Monsieur le Ministre, vous avez apporté des arguments extrêmement forts sur la simplification, le souci de modernisation, de réaliser des économies de personnel, d'apporter des garanties. Personne ne met en doute votre volonté en la matière. Simplement, j'aurais 3 remarques à faire. La première, c'est que les conditions dans lesquelles le débat sont engagés ont créé effectivement un malaise. Il était dommage effectivement qu'on ne puisse pas discuter de ce sujet plus en amont, et je m'étais permis effectivement d'interpeller Philippe Bas lorsque j'ai eu connaissance de ce décret à la CNIL pour que nous puissions ouvrir une discussion qui permet, comme vous venez de le faire aujourd'hui, de clarifier un ensemble de données. Le second élément que je voudrais indiquer, c'est que vous avez cité les réserves de la CNIL. L'une des réserves de la CNIL, parce que c'est ça, toujours sa doctrine, c'est de regretter, ça vient d'être rappelé, que l'on n'ait pas étudié de manière plus approfondie, elle le dit très clairement dans son avis, les solutions alternatives, notamment la mise en place de ce que Claude Maluret appelait une carte à puce, c'est-à-dire un support individualisé qui présente évidemment une difficulté en cas de renouvellement, mais qui peut être surmonté techniquement, en tout cas tel que l'expliquent ceux qui travaillent sur ces sujets. On pourrait donc souhaiter, Monsieur le Ministre, qu'en parallèle des efforts que vous faites pour apporter des garanties sur le dispositif que vous voulez mettre en place, cette réflexion sur la mise en place d'une solution alternative soit approfondie pour qu'on puisse avoir un débat qui permette de faire une vraie comparaison entre les options et pas simplement en termes rhétoriques ou de débat comme nous le faisons en ce moment. Troisième observation que je voudrais faire, c'est que vous évoquez l'absence de risque d'irréversibilité. Je n'ai aucune raison de mettre votre parole en doute, sauf qu'elle est mise en doute, non pas la vôtre, mais à travers les propos qui sont tenus par les techniciens, y compris par les membres de la CNIL nommés par le gouvernement, qui nous expliquent, lorsque nous avons des débats sur ces sujets, et qui l'écrivent publiquement, que l'irréversibilité ne peut pas être garantie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous disposons, comme l'a dit Claude Maluret, de banques de bases de données qui sont séparées, ces tables peuvent toujours, à un moment donné, quelles que soient les techniques employées, être rapprochées. Enfin, s'agissant de l'absence de l'inviolabilité à laquelle vous faites allusion, je pense que là encore, nous ne pouvons pas avoir des garanties absolues. Toutes les situations montrent qu'à un moment donné, le risque de rupture de la sécurité intervient. Donc la meilleure réponse de ce point de vue, ce n'est pas naturellement faire un procès au gouvernement que je défends ce point de vue, je le répète ici, j'entends vos arguments, Monsieur le Ministre, la meilleure réponse, c'est de ne pas recourir à une base centrale. C'est ce qui présente un danger. La base centrale est par principe un risque. Et lorsqu'on y fait entrer des données biométriques, c'est-à-dire des données qui ne sont pas modifiables, on peut changer l'adresse d'une personne, elle peut changer un ensemble de caractéristiques, ce qui appartient à sa personne ne peut pas être modifié. Dès lors qu'on a intégré ces données sur une base centrale, on prend un risque, j'admets virtuel, mais on prend un risque qui me paraît excessif. C'est le seul message que je voulais continuer à vous passer. Merci, cher collègue. Jean-François Longeot. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président, merci et merci au Président Larcher d'avoir ouvert
cette audition à l'ensemble des sénateurs, c'était intéressant. Ma question sera un peu différente. Monsieur le ministre, vous avez dit que le projet c'était de greffer le système des cartes d'identité sur celui des passeports. Très bien. De préserver les libertés individuelles, parfait, mais et de moderniser le service public. Mais il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, c'est celui concernant les élus, les maires qui, à travers ce dossier, se sentent abandonnés, hein, parce que effectivement, dans les départements, il y aura des guichets qui seront sur, je crois dans mon département, c'est 23 communes dans le département. Et donc il y a celles et ceux qui vont récupérer ces cartes d'identité, qui se disent comment je vais faire, comment je vais organiser ces cartes, l'édition des cartes d'identité, enfin l'émission des cartes d'identité, et les autres qui se disent moi je suis abandonné. Voilà, il y a un vrai réel problème par rapport aux élus, et notamment dans les élus ruraux. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, cher collègue. François Bonhomme. Oui, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. Au fur et à mesure que se développent les usages du numérique, nécessairement les questions se posent, et la question du lien de confiance avec l'usager se pose avec acuité. En l'espèce, la constitution même de fichiers suscite dans notre pays des questions parfois légitimes, mais aussi parfois malheureusement et le lieu de fantasmes, il faut le reconnaître, et de passion. Un point sur, donc je partage totalement votre objectif de modernisation de l'administration et du numérique, et en particulier la lutte contre la fraude documentaire, qui est un grave fléau, et tous ceux qui ont été victimes d'usurpation en ont subi des conséquences parfois très lourdes et insuffisamment réprimées. Il n'empêche que, d'abord un point sur la méthode, la publication d'un décret l'avant-veille de la Toussaint n'a pas participé particulièrement à dépassionner les choses, et je pense qu'on aurait pu éviter cela. Vous dites vouloir un débat en pleine lumière, et je crois que ça aurait facilité les choses. C'est un point de détail, je vous l'accorde. D'autre part, avec mon collègue Lecomte, nous avons rendu un rapport sur une mission d'information sur biométrie, et un certain nombre de recommandations avaient été faites, et je pense en particulier à un rapport de la Cour des comptes de 2015 ou 2016 qui préconisait l'opportunité de développer une carte nationale d'identité numérique, et d'autre part la question sur le traitement et le stockage des données des usagers des services publics. Est-ce que vous pouvez nous garantir, Monsieur le Ministre, que tout cela est conforme aujourd'hui aux normes recommandées et fournies de l'ANSSI, d'une part, et concernant la localisation des données, le rapport indiquait que, certes, les données du ministère des Finances et du ministère de l'Intérieur étaient localisées et stockées en France. Il laissait entendre que ce n'était pas forcément le cas pour l'ensemble des administrations. Donc, ces deux points particuliers. Troisième point qui nous frappe, personne ici, en tout cas membre du Sénat, ne viendra contester que vous ayez été prudent et que vous aviez retenu la technique du lien faible de manière à sécuriser ce décret. Il n'empêche que les données biométriques aujourd'hui, les éléments biométriques qui sont prélevés en France sont largement sous-utilisés, et que les potentialités, malheureusement, pourraient être davantage exploitées. Est-ce que malgré tout, dans un second temps, vous avez le projet, outre la question de l'identification avec le lien faible aujourd'hui, de même pour un fichier de police, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de développer et d'exploiter ces données biométriques dans le cadre d'identification, et non pas simplement d'identification. Car c'est quand même un enjeu important que d'exploiter ces données dans le cadre de politiques de lutte contre le terrorisme, pour peu que, évidemment, les principes de proportionnalité et de conformité aux objectifs soient respectés. Voilà les questions que je voulais vous poser. Merci, cher collègue. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je m'inscris tout à fait dans l'interrogation de François Pillet au départ.
Mais je note que la définition du lien faible qui était dans la loi de 2012, sortie du Sénat, et ce qui est dans le décret, ne sont pas tout à fait pareils. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous considérez que ce qui est dans la loi de 2012, sortie du Sénat, en termes de garantie de non-réversibilité, dégraderait d'une certaine manière le fichier actuel des passeports? Et c'est la raison pour laquelle, finalement, vous ne souhaitez pas aller jusqu'à la garantie qui était dans la loi de 2012 sortie du Sénat. Est-ce que les garanties qui étaient dans la loi, en termes de non-réversibilité, qui étaient précises et fortes, finalement vous conduiraient à modifier le fichier TES actuel? Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de lien faible, il y a effectivement un risque de possibilité de remettre, même si on a construit le fichier pour que ce ne soit pas simple, de remettre tout de remettre chaque donnée en face de son propriétaire. Et c'est la raison pour laquelle cette interrogation sur le lien faible est importante. Même si j'ai bondi, Monsieur Malhuret, quand vous avez parlé de template, parce que je crois qu'il faut absolument éviter tout traitement pour essayer de classifier les données biométriques par groupe. Là, ce serait pire que tout. C'est aussi un autre danger que la réversibilité, qu'il faut aussi éviter de pouvoir faire. Enfin, je note les garanties complémentaires que vous souhaitez donner avec la CNIL, avec l'ANSSI, pour l'usage tous les ans pour contrôler l'usage de ce fichier. Tout le monde nous dit que c'est de l'ordre du réglementaire, et je l'entends. Ceci étant, je constate aussi que c'est un fichier qui concerne l'ensemble des Français, qu'il y a un débat très sérieux sur ce point, qu'il s'agit de pouvoir donner confiance, et que le Conseil constitutionnel, en 2012, a censuré les parties qui étaient non constitutionnelles en termes contre l'esprit de la Constitution, mais n'a pas dit que le reste était du domaine du règlement. Et par conséquent, il me semble qu'il pourrait être tout à fait légitime, compte tenu de la nature du fichier, de décider de passer par la loi en introduisant les garanties, et en particulier celles que vous avez indiquées à la fin de votre exposé, sur un contrôle annuel par la CNIL, par des parlementaires, par l'ANSSI, compte tenu de la nature spécifique de ce fichier. Je vous remercie. Merci, chers collègues, de votre question. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je prends les questions dans l'ordre. D'abord, les questions de Monsieur Malhuret. Monsieur Malhuret a indiqué que le fichier existe depuis 1955 et que c'est un fichier décentralisé. Ce n'est pas un fichier décentralisé parce que depuis 1987, ce fichier est un fichier national. Il s'agit du fichier national de gestion. Ça fait donc maintenant plus de 30 ans, ou près de 30 ans que ce fichier existe, qu'il est un fichier national, qu'il n'a jamais été attentatoire à aucune liberté, et que ce fichier national qui existe depuis 1987, qui est le fichier national de gestion, peut être consulté dans des conditions de traçabilité que nous jugeons insatisfaisantes et que nous renforçons à des fins de protection des libertés publiques. Donc, premier élément de réponse à votre question, c'est un fichier national depuis 30 ans. Ce fichier national depuis 30 ans est consulté dans des conditions de traçabilité qui nous paraissent insuffisantes au regard de la préoccupation qui est la nôtre de protection des libertés publiques. Donc nous souhaitons qu'on puisse, à des fins de protection des libertés et des données personnelles, créer les conditions d'une consultation sécurisée de ces fichiers qui permettent d'établir la traçabilité, définir des conditions d'accès qui soit absolument contrôlable. Donc, au regard de la préoccupation qui est la vôtre, sur un fichier national insatisfaisant, nous apportons des garanties qui jusqu'à présent n'existaient pas et que personne d'ailleurs ne demandait. C'est le gouvernement qui apporte une réponse sur ce sujet de lui-même. Deuxième question que vous posez, c'est la question des gabarits mentionnés par la CNIL. Le gabarit mentionné par la CNIL, c'est un débat que vous pouvez avoir avec la CNIL quand elle viendra, est d'une qualité inférieure et présente moins de garanties dans la lutte contre la fraude que les minuties que nous utilisons. La minutie, c'est la photo des reliefs au centre du doigt. Il y a des normes européennes et internationales pour les passeports. C'est donc ces normes internationales et européennes que nous avons appliquées pour les passeports et que nous proposons d'appliquer pour les cartes d'identité parce que nous sommes dans un cadre normé précis qui est connu,
qui est en œuvre depuis 2008 dans le cadre du fichier TES et qui donne, du point de vue de la lutte contre la fraude, une satisfaction réelle. Vous dites ensuite il y a un accès de tous les fonctionnaires. Non. Comme nous voulons renforcer les libertés publiques, nous définissons des conditions d'accès aux fichiers pour un nombre de fonctionnaires dont c'est le rôle que d'élaborer les titres, avec des dispositifs d'habilitation et d'agrément qui permet de contrôler les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires habilités ont accès aux fichiers et d'interdire tout accès aux fichiers à des fonctionnaires qui n'y auraient pas accès. Jean-Pierre Sueur me pose une question sur les empreintes et la base. Bon. Ce que je dis, et c'est la modification que nous sommes prêts à porter, c'est qu'il faut distinguer la prise des empreintes papier qui existe depuis 1955, que nous n'allons pas remettre en cause, sans quoi nous mettrions en cause la sécurité des Français au regard du risque terroriste notamment. Ce n'est pas la prise de l'empreinte qui sera volontaire ou pas, c'est le transfèrement dans la base numérisée de cette empreinte, de manière à ce que l'empreinte ne figure pas dans la base centrale si les personnes ne le souhaitent pas. C'est une garantie considérable que nous apportons là. Donc, si les personnes ne veulent pas bénéficier du service que nous apportons, elles peuvent non pas s'opposer à la prise de leurs empreintes, puisque ça existe depuis 1955 et que c'est fondamental en matière de lutte contre le crime, mais elles pourront s'opposer au transfert, à la conservation numérique de cette empreinte dans la base. Voilà. Et ensuite, vous posez la... Monsieur Richard. La requête de la personne qui s'est fait voler sa carte d'identité, elle sera plus difficile à reconstituer. Elle sera un peu plus difficile à reconstituer, mais nous pourrons quand même aller dans son dossier papier et nous ne perdrons pas en sécurité, nous perdrons en simplification. Mais ça, bien entendu, la personne, si vous voulez... Oui, mais c'est bien ça le sujet, l'équilibre auquel nous sommes arrivés. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas que son empreinte soit versée dans la base ne perdra pas en sécurité, mais elle perdra en simplification et en rapidité au moment du renouvellement de la carte. Alors, Monsieur le ministre, Jean-Pierre Sueur et Claude Malhuret veulent juste dire un mot, ils vont être très brefs. Pour être très clair, donc il restera bien entendu le dispositif papier, mais il y aura des trous dans le dispositif, la base électronique, il y aura des trous. Et vous assumez complètement le fait qu'il y ait des trous qui ne seront pas récupérables. On est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que le fichier serait perforé. Monsieur Malurette. Attendez, pardonnez-moi, ce n'est pas Monsieur le ministre, avant Monsieur Malurette. Je suis très difficile. C'est très difficile. Je ne souhaite pas que... Enfin, on ne peut pas dire ça. Non. Mais le fichier ne sera pas perforé puisque nous aurons accès, comme par le passé, aux éléments dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des titres et permettre les réponses, notamment aux requêtes judiciaires, c'est fondamental. Donc il n'y a pas de perte de sécurité, il y a une perte en simplification. Le projet que nous mettons en place est un projet de simplification pour l'administré dans l'accès à des titres que nous souhaitons plus sécurisés. La personne qui ne veut pas bénéficier du service au moment du renouvellement de son titre, mettra plus de temps à obtenir son titre que si on était dans la consultation de la base. Et par ailleurs, j'en profite pour apporter un complément de réponse sur la carte à puce, carte avec la puce dans carte électronique. Si nous n'avons pas retenu cette solution, c'est pour une raison très simple que vous comprenez, c'est que si vous perdez la carte à puce, et que vous demandez le renouvellement, d'abord la carte à puce qui circule entre d'autres mains, qu'en advient-il? Quelle trace laisse-t-elle? Que peut-on en faire? Et ça pose un problème. Et puis il y a un deuxième argument, c'est que si vous perdez la carte à puce et que vous voulez faire renouveler votre carte, il faut tout recommencer. Donc, en termes de simplification au moment du renouvellement, une grande partie de l'intérêt de la réforme est partie. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Hein. Alors, je répondrai ensuite à Gaëtan Gors. Je vais vous demander de poursuivre le cours de votre réponse, mais après que M. Malurette, qui est impatient de préciser une question, peut-être aura pris la parole, et M. Lecomte, mais s'il vous plaît, ensuite je ne prends plus Mme Benbassa. Très bien, Mme Benbassa. Vous êtes 30 secondes chacun. Une petite question. Possibilité de refuser les empreintes remontées sur la base. Qu'en est-il des photographies?
parce que c'est le même problème et j'ai l'impression que vous ne donnez pas cette possibilité. Quant à la carte à puce, je ne suis pas d'accord avec les arguments que vous avez donnés en réponse, mais ça nous emmènerait trop loin. Il y a des possibilités. Il y aura un débat demain après-midi en séance plénière. Donc, Monsieur le comte. Oui. Est-ce que je comprends de ce que vous venez d'indiquer en termes de simplification qu'un renouvellement de titre d'identité n'exigera pas une présence auprès de la préfecture, du consulat, parce que les empreintes auront déjà été dans la base et que donc on va jusqu'au bout de la simplification? Alors, Monsieur le ministre. Une personne qui veut renouveler son titre se présente en mairie, puisque c'est en mairie que les éléments sont récupérés, et à ce moment-là, il y a une possibilité par la consultation de la base de vérifier que la personne qui se présente en mairie est bien celle qui a perdu son titre. Donc c'est comme ça que les choses se passeront. Alors ensuite, des questions de Madame Benbassa. Alors pour ce qui concerne la société Amesis, elle a été attributaire d'un marché dans le cadre d'une procédure de marché. Bon, vous me posez la question de savoir si cette société est recommandable. Je veux simplement signaler que la société dont vous parlez est une société qui a été rachetée depuis 2010 par Bull. Après avoir changé plusieurs fois de main, elle prendra en charge une partie de la prestation au terme d'un marché qui a été passé selon toutes les règles en vigueur sur les marchés publics. Et donc la société dont vous parlez, si ce que vous dites, je n'ai pas les éléments précis moi-même, est juste, n'est pas la société qui a candidaté, puisque son capital a totalement changé depuis que ces événements auxquels vous faites référence. Et sur la question de la photographie que posait M. Malurette tout à l'heure, parce qu'il y a la question de l'empreinte digitale, mais il y a celle de la photographie. Oui, mais il y a 3 compartiments dans le fichier. Il y a un compartiment qui comporte les données alphanumériques, c'est-à-dire l'ensemble des données communiquées par la personne demandeuse dans le cadre de la feuille CERFA habituelle. Il y a les données biométriques dans lesquelles il y a la photo et les 2 empreintes digitales. Et puis il y a les éléments de justificatif, qui est le 3e compartiment. Donc la photo et les 2 empreintes digitales sont dans le même compartiment. Donc ça, ce que je vous ai dit sur les empreintes vaut pour la photo. Voilà. Alors ensuite, Monsieur Gaëtan Gors. Vous me dites, Monsieur le Sénateur, il aurait fallu un débat plus en amont. J'en conviens. En même temps, s'il n'a pas lieu, c'est pas du tout parce que le ministère de l'Intérieur, le gouvernement voulait l'éviter. Si le débat n'a pas eu lieu en amont, c'est pour des raisons qui tiennent à la construction du projet tel que je vous l'ai présenté. Nous utilisons une base déjà existante, qui est la base TES, qui existe depuis 2008. Nous mettons en place un dispositif pour les cartes d'identité qui est exactement le même que celui qui prévaut depuis 2008 pour les passeports biométriques et qui concerne 29 millions de titres. Nous le faisons dans le cadre d'un décret qui nous a été indiqué par le Conseil d'État comme étant en tout point conforme à ce que le droit nous dicte. Nous le faisons en intégrant dans le décret la totalité des recommandations du Conseil constitutionnel à l'occasion de sa décision de 2012. Donc, sans doute, enfin, incontestablement, nous avons commis une erreur d'appréciation compte tenu du débat que nous avons, mais lorsque nous préparons les choses ainsi, avec toutes les précautions que nous prenons, nous pensons bien faire. À ce moment-là, toute une série d'acteurs, dont vous-même, dont la CNIL, disent il faudrait faire autrement. Comme nous n'avons rien à cacher, que nous sommes absolument certains des finalités que nous voulons atteindre et des moyens que nous mobilisons pour les atteindre, nous n'avons aucune raison de refuser ce débat. C'est la raison pour laquelle je saisis moi-même le président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour qu'il ait lieu. Et comme nous n'avons rien à redouter non plus des expertises multiples, si elles peuvent apporter des garanties et lever des inquiétudes, nous les sollicitons nous-mêmes. Donc voilà pourquoi les choses sont passées comme ça. Vous avez raison, le débat aurait pu avoir lieu plus en amont. Il n'a pas eu lieu plus en amont pour des raisons qui tiennent à ce que je viens de dire. Et dès lors qu'il est souhaité, nous demandons nous-mêmes son organisation parce qu'il nous paraît, comme pour vous d'ailleurs, hautement souhaitable. Sur l'autre procédé, j'ai moi-même consulté beaucoup de personnes qui émettent des interrogations sur l'autre procédé. Mais, comme vous le savez, il y a une consultation qui est lancée par le Conseil national du numérique. Cette consultation, elle permettra sur toute une série de sujets d'avancer des idées.
nous en tiendrons compte, bien entendu. Je crois que vous allez recevoir le président du Conseil national du numérique. J'ai pris des engagements vis-à-vis de lui. Il lance une consultation. Cette consultation va permettre toute une série d'avis. Ces avis, nous en tiendrons compte grandement. Et à ce moment-là, s'il y a des améliorations, il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Moi, je souhaite apporter en continu des améliorations des dispositifs mis en œuvre par le gouvernement sur ces sujets et sur d'autres, parce qu'on est sur des sujets trop complexes pour ne pas connecter nos cerveaux à ceux d'autrui dès lors qu'il s'agit de faire mieux. Et bien entendu, on tiendra compte de tout ça. L'absence de risque de réversibilité, la violation de la base centrale. Question chez M. Gore, chez M. Lecomte, chez M. Maluret. Je vois les acteurs de l'État compétents sur ces questions qui considèrent que des expertises, des modifications, ou pas d'ailleurs, selon, peuvent apporter des garanties sérieuses. Je ne peux pas être plus transparent que je ne le suis sur ce sujet. Je propose que l'ANSSI, dont c'est le rôle, l'ADENSIC, dont c'est la mission, se prononce sur la sécurité de la base et sur l'irréversibilité. Et comme je ne veux rien cacher au Parlement ni aux Français, je propose de rendre publics ces rapports scrupuleusement. On verra à ce moment-là très clairement qui a raison dans ce débat d'experts. Moi, je dois avoir l'humilité de vous dire que les compétences et les certitudes induites par les compétences que certains d'entre vous pouvaient avoir, je ne les ai pas parce que je ne suis pas techniquement en situation de les avoir, très, très humblement. Donc je demande à ceux dont c'est le rôle de dire les choses, de faire les expertises et de dire. Et je rendrai public. Que puis-je faire de plus ? Bon, je ne vois pas comment je peux aller au-delà de ce que je vous propose, pas simplement pour rassurer, mais aussi pour qu'un grand ministère régalien sur des sujets aussi sensibles puisse apporter la démonstration qu'il ne travaille pas seul, qu'il a la volonté de rendre compte et qu'il le fait en mobilisant ceux dont c'est la compétence et en rendant public les rapports. L'AMF et les maires. Nous avons parlé le rôle des maires, nous avons parlé à l'AMF sur ce sujet-là. Vous savez, monsieur le sénateur, qu'il y a eu le même problème en 2008. Quand les passeports biométriques ont été mis en place, j'étais maire moi-même à Cherbourg à ce moment-là. Il y a eu toute une série de débats sur d'abord les charges que cela représentait pour les collectivités, etc. etc. Bon. Nous avons essayé de bien définir ce que serait le rôle des maires, le rôle des CERT, c'est-à-dire des centres de titres mutualisés, la manière dont la téléprocédure se mettrait en place, les contacts qui pourraient se nouer avec l'AMF et le ministère pour faire en sorte que tout cela se fasse de façon la plus fluide possible. Et le sentiment que j'ai, c'est que les relations sont fluides. Il peut y avoir des interrogations chez les maires. L'AMF me les fera remonter. Nous y répondrons avec un niveau de précision grande. Et nous irons sur le terrain, d'ailleurs, regarder la manière dont les choses se passent. Monsieur Bonhomme, bon... j'ai vu cette affaire de décret à la Toussaint. Bon. Nous avons suivi une procédure. J'ai pas signé le décret parce que c'est en attendant la Toussaint alors qu'il était prêt. Non, j'ai signé le décret sans me rendre compte de la date à laquelle on était parce que je pouvais pas imaginer qu'il y aurait un procès sur le fait que c'était signé à la Toussaint. D'ailleurs, moi, j'ai fini par ignorer totalement ce que sont les jours fériés, non fériés depuis longtemps. Donc, je signe tous les jours des décrets quand ils m'arrivent. Je me pose pas la question de savoir si au moment où je les signe, c'est le moment opportun en raison de l'interprétation qui peut être faite de la date, parce que je m'intéresse moins à la date à laquelle je signe qu'au contenu de ce que je signe. Et donc, très franchement, j'ai vu qu'en catimini, nous aurions signé un décret pour être désagréable. Non, nous avons signé un décret au terme d'une procédure que j'ai décrite. Le jour où il m'a été présenté, je dois d'ailleurs vous dire que si j'avais pensé qu'à un moment, ce procès de la Toussaint puisse m'être fait, je l'aurais signé 4 jours après ou 3 jours avant, tout ça. Et pour moi, bon, j'entends, hein, mais... moi, je ne suis pas plus en catimini à la Toussaint qu'à la Pentecôte, que le 3 avril ou que le 4 décembre, parce que pour moi, tout ça, ce sont les mêmes jours, faits de labeur, de travail, de signature de parapheurs et de concentration. Donc, je vous rassure là-dessus, il n'y a pas de perversité du jour férié au ministère de l'Intérieur sur les sujets importants. Bon, l'ANSSI,
nous l'avons saisi. Et je vous ai dit les conditions dans lesquelles nous rendrions public son rapport. Vous y aurez accès, vous pourrez vous en saisir, vous pourrez me reconvoquer sur la base de ce rapport. Comme toujours, je viendrai. Pour le ministère de l'Intérieur, toutes ces données sont stockées en France. Cela peut être vérifié par vos soins, par la CNIL, etc. Les données biométriques sous-utilisées. C'est très difficile de parvenir avec une seule cartouche à atteindre toutes les cibles à la fois. On me dit d'une part, attention à ne pas pouvoir reconstituer l'identification d'une personne à partir de ces données biométriques, parce que ça c'est absolument monstrueux à partir des libertés au regard des libertés publiques. Et dans le même temps, on me dit, vous susutilisez les données biométriques en ne permettant pas l'identification d'une personne à partir de leur consultation. Bon, c'est très compliqué. Oui, c'est pas les mêmes, mais toutes font débat, parce que Monsieur le sénateur Maluret, vous savez très bien que lorsqu'il s'est agi en matière de reconnaissance faciale de permettre l'utilisation des données biométriques en vue de la reconnaissance faciale, le précédent gouvernement, en 2010, a pris des dispositions réglementaires pour l'exclure. Et il n'a pas pris ces dispositions réglementaires pour l'exclure sans raison. Il les a prises, ces dispositions réglementaires, pour l'exclure, pour des raisons qui tenaient au sujet qu'on évoque aujourd'hui. Ça fait partie des charmes de la vie publique. Les mêmes qui m'interrogent au Parlement pour me reprocher de ne pas utiliser les données biométriques à des fins de reconnaissance faciale sont ceux qui, oubliant qu'il y a une censure sur un texte qu'ils avaient voté du Conseil constitutionnel en 2012, me reprochent d'avoir mis en place un dispositif qui permettrait, à partir des données biométriques, de aboutir à l'identification d'une personne. Moi, j'essaie d'avoir le même raisonnement en chaque circonstance sur tous les sujets, par souci de cohérence, par souci de transparence, par souci de rigueur. Je pense que la progression vers l'identification à partir des données biométriques, c'est-à-dire la question que vous soulevez, l'optimisation, ne peut se faire que dans un cadre d'abord européen, sur la base de données et de réflexions européennes, mobilisant le Parlement européen, la Commission et le Conseil, sur la base de dispositions que nous prendrions nous-mêmes et qui seraient conformes à ces orientations, parce que sinon nous aurons le même débat passionnel que celui que nous avons là, avec les mêmes incompréhensions, les mêmes risques. Or, je crois, et l'expérience que nous vivons à travers le fichier TESS me le montre, qu'il faut toujours, sur ces sujets, traiter la question avec pragmatisme et volonté d'aboutir au meilleur équilibre entre la sécurité, qui est un sujet central compte tenu des menaces auxquelles on est confronté, et la préservation des libertés publiques. Je conclus vous concernant pour dire que notre fichier ne permet pas l'identification. Il permet l'authentification. J'insiste beaucoup sur ce point. Nous n'avons pas voulu mettre en place un dispositif d'identification à partir des consultations des données biométriques parce que c'est anticonstitutionnel et que nous serions tombés sous le coup de la censure de 2012. Nous avons voulu mettre en place un dispositif d'authentification des titres à partir de la consultation des données biométriques dès lors que l'identité de la personne dont les données biométriques sont interrogées nous est donnée au moment du renouvellement des titres. C'est donc très différent. Ce n'est pas un fichier d'identification, c'est un fichier d'authentification. Monsieur Lecomte, je vous ai répondu sur les aspects techniques. Vous me posez la question de savoir s'il faudrait une loi pour faire un règlement, pour faire entrer dans l'article 34 ce qui relève du domaine de l'article 37. Pour des raisons qui tiennent à conception que j'ai du droit, je ne le souhaite pas personnellement. Si on se met à faire entrer dans la loi tout ce qui relève du domaine du règlement, fût sur les questions les plus importantes, alors que l'agenda législatif est déjà embolisé, vous voyez un peu ce que ça donne. Deuxièmement, il ne faut pas que le gouvernement, alors qu'il prend des dispositions réglementaires, et qu'il les prend en conformité absolue au droit, comme le reconnaissent à la fois la CNIL et le Conseil d'État, soit nécessairement suspect, alors qu'en prenant ces dispositions, il ne fait rien d'autre que d'appliquer le droit voté par le souverain lui-même. Et troisièmement, on ne peut pas à la fois vouloir un État fort et mettre l'État en situation de suspicion permanente. Mais cela ne signifie pas que l'État, lorsqu'il prend des mesures réglementaires sur des sujets particulièrement sensibles,
doivent être exonérés de venir rendre compte des décisions qu'ils prennent sur ces sujets sensibles devant le Parlement. Et je vais même beaucoup plus loin, parce que c'est souhaitable et que j'ai été parlementaire et que si j'étais à votre place, je le ferais. Il faut qu'ils contrôlent. Vous avez la possibilité de contrôler ce que nous faisons. Vous avez la possibilité de vérifier l'adéquation qui existe entre ce que je vous dis et ce que nous faisons vraiment. Donc je pense qu'il faut rester dans cet équilibre, parce que si nous sortons de cet équilibre pour entrer dans autre chose, c'est dysfonctionnel. Et puis compte tenu des sujets que nous avons d'ici à la fin de la législature qui se profile quand même, ce sujet ne sera pas traité. La réforme sera encalminée. Or cette réforme, je me rends dans des territoires partout, certains d'entre vous m'y ont accueilli, vous reconnaissez qu'elle est portée par les personnels des préfectures et des sous-préfectures, qu'elle est une réforme de modernisation, qu'elle est une réforme de renforcement de la sécurité des titres, qu'elle est une réforme de protection des libertés publiques, et par conséquent, ne pas la faire simplement parce qu'il y aurait de la suspicion serait une manière de renoncer à l'une des réformes du moment qui est porteuse, efficace et je crois, de modernisation. Bien, Monsieur le Ministre, il me reste d'abord à vous remercier, ensuite à dire à l'ensemble de nos collègues que le Sénat va bien sûr continuer à s'efforcer de justifier sa mission particulière de chambre de réflexion et d'assemblée protectrice des libertés publiques. Nous allons le faire en poursuivant notre travail cet après-midi même à 16h30 en recevant Madame Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL, puis le président du Conseil national du numérique. Nous aurons ensuite le débat qui aura lieu demain après-midi en séance, mais nous n'arrêterons pas nos investigations à ce stade, puisque nous recevrons également les responsables des agences que vous avez sollicitées pour renforcer la fiabilité, la sûreté du fichier que vous avez décidé de mettre en place. Et soyez bien certains que le Sénat ne manquera pas de prendre de lui-même l'initiative de vérifier les conditions de la mise en place de ce fichier pour s'assurer que les prescriptions techniques et les règles juridiques qui ont été posées seront bien respectées. Et naturellement, s'il le faut, nous ne manquerons pas de vous inviter, car il ne s'agit pas de convocation, cher Monsieur le Ministre, à venir de nouveau vous expliquer devant la Commission des lois et éventuellement devant une Commission des lois élargie, comme ce matin, compte tenu de l'intérêt des questions que nous avions à débattre. Donc je vous remercie, la séance est levée. Voilà pour l'audition de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé pendant 1h30 devant cette commission des lois élargie, car de nombreux sénateurs s'interrogent sur ce méga fichier TES pour titre électronique sécurisé. Le ministre de l'Intérieur qui a répété à plusieurs reprises sa volonté de simplification, de modernisation, d'efficacité de ce système qui doit ainsi mieux permettre de lutter contre l'usurpation d'identité en assoyant le principe des cartes d'identité sur celui des passeports biométriques aujourd'hui. Pour lui, toutes les garanties techniques et juridiques ont été apportées pour que l'on ne puisse pas identifier une personne à partir de ces données biométriques, ce qui serait d'ailleurs contraire au Conseil constitutionnel. Mais vous avez pu l'entendre, il n'a pas toujours convaincu. Tout d'abord sur ce fichier central dont tout l'intérêt était d'être exhaustif. Jean-Pierre